Cet exposé va faire suite à l'exposé de Julien et poursuivre l'étude topologique de la surface complexe X définie par l'équation Z2 égale f de xy, où f est un polynôme en deux variables. Et on va revenir sur la manière dont Poincaré calcule le groupe fondamental de X dans le troisième complément. Plus exactement, c'est une compactification naturelle de X que l'on considère, pas la surface dans C3. Julien nous a expliqué qu'on pouvait faire des tranches de X par des plans Y égale constante. Donc on obtient des objets, sigma C, définis comme X intersecté avec Y égale C. Et deux choses se produisaient. Premier cas, le polynôme X donne f de xc n'admet que des racines distinctes, et auquel cas sigma c est une surface de Riemann lisse. Et puis il va y avoir un nombre fini de valeurs critiques pour C, des valeurs y1 jusqu'à ys, pour lesquelles le polynôme x donne f de x, yi aura des racines doubles. Et dans ce cas-là, la tranche yc est un objet singulier. Et c'est l'étude de la manière dont les fibres lisses dégénèrent vers ces objets singuliers que l'on va développer dans cet exposé. Pour étudier ces dégénérescences, il va falloir qu'on revienne brièvement sur déjà l'étude des courbes Z2 égale un certain polynôme en X. Pour commencer, lorsque le polynôme P a des racines distinctes. Donc, Julien nous a expliqué que pour comprendre géométriquement ces objets, on prenait deux exemplaires du plan complexe. Sur ce plan, on indique les racines du polynôme P. Je prends l'exemple le plus simple où il admet 4 racines. Et on coupe un petit segment reliant A et B, un petit segment reliant C et D. On fait de même dans la copie du bas. Quand on fait ça, la racine de P de X n'est plus une application multiforme. Donc ça donne une paramétrisation de deux ouverts de la surface de Riemann. Et pour comprendre comment se fait le recollement, je vais supposer que le segment que j'ai coupé, j'en sépare les lèvres. Donc je vais avoir des lèvres rouges qui apparaissent, des lèvres bleues. Et on recolle les lèvres du haut et les lèvres du bas en respectant les couleurs. Ce que l'on va obtenir, c'est cette surface-ci. Ici, un tore. Lorsque le polynôme P sera de degré 2P plus 2, ce sera une surface de genre P. Donc je dessine mon tore. Je vais dessiner les points A, B, C, D dessus. A est ici, B est ici, C est ici, D est ici. Je vais dessiner les arcs rouges, les arcs bleus. Donc je vois bien que le recollement me donne un tore. Et puis j'ai quand même au passage rajouté 2 points pour compactifier le tout, qui correspondent aux points à l'infini dans l'exemplaire du plan complexe en haut et l'exemplaire en bas. Et cette surface se projette sur la sphère de Riemann en un revêtement d'ordre 2 ramifié au-dessus des 4 points ABCD. Ici, la coupure entre A et B, qui est un arc sur la sphère de Riemann, se relève en ce lacet-ci, sur le tore. De même, cet arc se relève en ce lacet ici. Et de manière générale, tout arc qui va relier un des points ABCD à un autre point ABCD se relèvera en un lacet. Donc, par exemple, je peux relever celui-ci, qui complète le premier lacet ici en une base du groupe fondamental du tore. Ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est ce qui se passe sur ce dessin lorsqu'il y a des racines doubles. C'est-à-dire que je vais repartir
de la construction que je viens d'expliquer, et je vais faire tendre A vers B. Et je vais essayer de comprendre ce qui se passe lorsque A tend vers B. Lorsque A tend vers B, la coupure que je vais dessiner ici va devenir très petite. Le lacet qu'elle détermine sur la surface va s'étrangler. Et à la limite, ce que l'on va obtenir, c'est plus une surface lisse, mais ici, un tore pincé en un point. Ce point, c'est donc maintenant A égale B. Et puis, j'ai toujours, je retrace ici, le lacet qui passait par C et D. Et c'est ma fibre limite lorsque A se confond avec B. Donc ce lacet qui vient s'étrangler ici sur un point, on va l'appeler par la suite un cycle évanescent. Donc maintenant, la situation est la suivante. Notre surface X se projette sur la sphère de Riemann associée à la coordonnée Y. En dehors d'un certain nombre fini de valeurs singulières, Y1 jusqu'à YS, c'est une fibration en surface de Riemann. Et les YI correspondent au point où le polynôme f de xy admet des racines doubles. Ce que l'on va faire maintenant, c'est se donner une fois pour toutes un point base P0. Et en partant de P0, on va tracer un chemin qui aboutit à une valeur singulière. Je vais l'appeler ce chemin gamma, il est paramétré par le temps t. Et je sais, par l'étude précédente, qu'au voisinage de la fibre singulière apparaît un cycle évanescent. Ce que l'on va faire, c'est le déformer continuellement en suivant le chemin gamma en sens inverse pour le ramener en un cycle évanescent dans la fibre de référence au-dessus du point base P0. Alors pour voir ce qui se passe, on va dessiner, pour commencer, une copie du plan complexe avec les racines du polynôme f lorsque y prend la valeur P0. Je suppose qu'il est ici de degré 4, et donc j'ai 4 racines distinctes A, B, C, D. Ça, c'est ce qui se passe au temps t égale à 0. Maintenant, je suis le chemin gamma de t, et les racines évoluent dans le plan complexe. Donc, je vais faire un dessin en 3 dimensions, paramétré par le temps t. En t égale 1, par exemple, ces deux racines A et B sont venues se confondre, et elles ont suivi le long du chemin gamma des chemins que je trace ici. Quant à la racine C et la racine D, elles ont suivi des chemins qui vont éventuellement s'entrelacer avec ceux suivis par A et B. Donc par exemple, je trace le cas où C passe d'abord en dessous du brin de B, puis ensuite au-dessus pour arriver à une autre valeur. Et D a suivi un chemin arbitraire que je trace ici. Donc maintenant, je vais dérouler le film à l'envers. Je sais que lorsque t est très proche de 1, ce petit arc-là se remonte dans la fibre en un cycle évanescent. Et maintenant, je veux tout ramener dans la fibre de référence, donc il faut que je le suive continuellement à l'envers ici, mais sans toucher le brin de C, si je veux qu'en haut, ça se remonte en une homotopie. Donc, je vais dessiner le cycle évanescent dans la fibre de référence que l'on obtient. Il s'agit de cet arc-là. Donc, on voit que selon les trajectoires respectives des racines A, B, C, D, lorsque l'on se rapproche d'une valeur singulière, eh bien, on voit apparaître un arc dans le plan complexe, reliant deux des racines du polynôme, et qui va correspondre à un lacet dans la fibre de référence qui vient s'homotoper sur un point. Le théorème que Poincaré démontre dans le troisième complément, c'est que le groupe fondamental de la surface complexe X est isomorphe au quotient du groupe fondamental de la fibre de référence, que j'appelle sigma, donc la fibre au-dessus du point base P0, quotienté par le sous-groupe normal
engendrés par les cycles évanescents. Donc prenons un exemple simple. C'est celui où le polynôme f de xy est de degré 3 donné par la formule x, x-1, x-y. Donc ici, il faut penser qu'il y a un point de ramification qui est à l'infini. Ça ne correspond pas tout à fait au dessin que j'ai fait précédemment. Mais je vais prendre pour point base P0, y égale i. Donc je trace le plan complexe ici. Je trace 0, qui est une valeur singulière de y, où j'ai une racine double. Je trace 1, où j'ai à nouveau une racine double. Et puis j'ai mon point base i. Donc je peux, par exemple, tracer ce segment-là. Quel est le cycle évanescent qui apparaît dans la fibre de référence lorsque je trace ce chemin? La fibre de référence, ici, c'est un tore. J'ai le même dessin que tout à l'heure, sauf que c'est l'infini qui joue le rôle du point D. Donc, je vais tracer ici un premier lacet. Il rejoint 0 à i. Et je trace un second lacet. En fait, ce point-là correspond à l'infini dans notre situation. Et ici, c'est le point 1. Donc, lorsque je trace ce segment, eh bien, j'ai un premier cycle évanescent qui apparaît, qui est celui-ci. Je vais maintenant m'approcher d'une deuxième valeur singulière en partant du point base et en suivant ce segment-ci. Alors, je vois apparaître un deuxième cycle évanescent sur ma fibre de référence, qui est celui-ci. Qu'est-ce que je constate? C'est que le groupe engendré par ce lacet-ci et le lacet vert engendre le groupe fondamental du tore. J'obtiens donc, par le théorème précédent, que dans ce cas-là, pi1 de x est trivial. Ce qu'affirme Poincaré dans le troisième complément, c'est que sous des hypothèses génériques sur le polynôme f, eh bien, la monodromie que Julien a introduite dans son exposé va agir transitivement sur les racines dans la fibre de référence et que ceci est suffisant pour affirmer que le groupe normal engendré par les cycles évanescents engendre tout le pi1 de la surface. On va voir un exemple potentiel où ça n'est pas le cas, même lorsque les fibres sont des tores. Alors pour comprendre l'exemple que je vais expliquer maintenant, il faut que je revienne un petit peu sur la manière dont on voit le tore comme revêtement ramifié d'ordre 2 sur la sphère de Riemann. Donc je vais prendre la représentation standard qu'on a du tore comme un carré dont on a recollé le côté inférieur au côté supérieur, le côté gauche au côté droit. Et je vais rajouter des recollements supplémentaires définis par la symétrie centrale de centre, le centre du carré. Et par ailleurs, je vais rajouter ici 3 autres points. Donc ici, il est situé au milieu du segment. Celui-ci est également situé au milieu du segment, qui vont être mes points ABCD. Et je prétends que quand on rajoute les identifications associées à la symétrie centrale de centre D, eh bien, topologiquement, ce que l'on obtient, c'est la sphère. Alors, pour voir ça, je vais tracer 2 carrés en couleur, un carré vert et un carré rouge. Ce qui est certain, c'est que tout point du tore est équivalent à quelqu'un dans la réunion de ces 2 carrés. Mais il y a des identifications supplémentaires que l'on va préciser. Donc, à côté, je vais dessiner mes 2 carrés comme ceci. Ils ont un côté commun. Aucun des points intérieurs n'est identifié. En revanche, il y a des côtés qui sont identifiés. Donc, essayons de comprendre lesquels. Par exemple, ce segment-ci, par la symétrie centrale, s'envoie sur celui-ci, qui est identifié par translation à celui-ci. Donc il faut que je referme ici en identifiant ce côté rouge à ce côté vert. De même, ce côté-ci est identifié à celui-ci, donc il faut que je referme comme ceci.
Donc à ce stade, topologiquement, ce que j'obtiens, c'est une tête d'oreiller. Je peux encore rentrer par ici. Mais ce côté-ci est identifié à ce côté-ci, puisqu'ils sont images l'un de l'autre par la symétrie centrale. Et donc, je dois faire cette identification-là. Donc ce que j'obtiens, c'est une tête d'oreiller où on a recousu l'endroit par lequel on fait rentrer l'oreiller. Et topologiquement, c'est une sphère que je vais dessiner schématiquement comme un carré. Ici, j'ai ABCD. Mais il faut penser qu'il y a un carré de devant, un carré de derrière, et les carrés sont recollés 2 à 2 selon leur côté. Donc maintenant, je vais dessiner un système d'arcs sur le tore qui va être le suivant. Alors le premier arc, il est très simple. Il relie A à C comme ceci. Je prends sa préimage par la flèche ici, qui est donc le revêtement ramifié d'ordre 2, ramifié au-dessus des points ABCD. Quelle est la préimage? C'est tout simplement cet arc-là, qui est en fait un lacet maintenant sur le tore. Ici, j'ai le point D qui est là. Et si je prends comme base pour le groupe fondamental du tore, justement ce lacet-ci et ce lacet-là, on obtient l'élément de coordonnées 0, 1 dans le groupe fondamental de la surface. Maintenant, je vais prendre un arc qui joint le point A au point D et que je définis comme ceci. Je trace un segment de pente 1/3. Ici, je passe dans le carré du dessous, toujours avec une pente 1/3, et je reviens dans le carré du dessus pour aller vers D. Donc c'est bien un arc de A à D sur la sphère que je vais remonter en un lacet sur mon tore. Quel est ce lacet? Pour le dessiner, je vais dessiner 3 domaines fondamentaux comme ceci. Chacun est subdivisé comme ceci. Donc j'ai dit, cet arc rouge relie A à D. Je trace ici un de ces relevés. Ça, c'est pas un lacet sur le tore, il faut que je complète par la symétrie centrale de centre D et les identifications. Et ce que j'obtiens, c'est ça. C'est bien un lacet sur le tore. Quelles sont ses coordonnées dans le système que j'ai choisi pour le groupe fondamental? Eh bien, c'est 3, 1, en fait, au signe près, parce qu'il n'y a pas d'orientation vraiment bien définie pour le relever. Enfin, je trace un dernier arc qui, cette fois-ci, va relier B et C, qui est défini de manière analogue comme ceci. Donc, je prends ce segment-là, je passe en dessous, et je prends ce segment-là. Okay. Donc, pour comprendre comment cet arc se relève sur le tore, je vais faire un dessin similaire au précédent. Ici, j'ai le point C. Ici, j'ai le point B. Je vais avoir besoin d'une petite copie comme ça supplémentaire. Je commence à relever l'arc bleu. J'obtiens ce segment-ci que je dois compléter par symétrie. Donc, j'arrive ici. C'est bien un lacet sur le tore, et ces coordonnées pour la base que j'ai choisie pour le pi1 vont être plus ou moins 3, moins 1. Alors, qu'est-ce que montre cet exemple potentiel? C'est qu'on pourrait imaginer qu'il existe 3 valeurs singulières y1, y2, y3. Quand je me rapproche de la première valeur singulière, A et C viennent se confondre le long de cet arc vert. Lorsque je me rapproche de la deuxième valeur singulière, A et D viennent se confondre en circulant comme ça sur l'arc rouge. Et enfin, lorsque je me rapproche de la troisième valeur singulière, C et B viennent se confondre en suivant l'arc bleu. Dans ce cas-là, j'ai 3 cycles évanescents, qui sont les 3 que j'ai dessinés ici. Et ce que je constate, c'est qu'ils forment un groupe d'indices 3 dans Z2. En fait, c'est le sous-groupe dont la première coordonnée est congrue à 0 modulo 3. Et néanmoins, quand je vais tracer un petit circuit autour de la première valeur singulière, eh bien,
les racines A et C vont être permutées, puis autour de la seconde, ce sont les racines A et D qui vont être permutées, et enfin, les racines B et C seront permutées si je fais le tour de la troisième valeur singulière. On voit que ces transpositions engendrent le groupe symétrique S4, et par conséquent, a priori, c'est une situation qui pourrait arriver. Donc il faut montrer que dans le cadre algébrique qui nous intéresse, ça n'est pas possible, et c'est ce que fera Bertrand dans son exposé.